Bonsoir, soyez les bienvenus pour notre webinaire du jour qui traitera du régime juridique de l'intermittence de l'emploi. Le titre exact, c'est Droit attaché à la personne et détaché de l'emploi, assurance salariale, chômage inconditionnel, avec Monsieur Samuel Churin qui est comédien, membre de la coordination des intermittents et des précaires. Nous avons pu voir pendant la crise sanitaire que des mesures de protection supplémentaires avaient été mises en place au bénéfice des personnes ayant le statut de salarié, donc droit de garde d'enfants, chômage précaire. Qu'en est-il de la situation pour ceux qui, tout en travaillant, n'ont pas le statut de salarié? Comment passer cette situation? Quelles sont les propositions pour changer de cette situation? Est-ce que les droits à la protection sociale doivent être liés au régime juridique spécifique ou à la nature du contrat liant la personne travaillant et son travail? Telles sont les questions qui seront abordées ce soir. Vous avez la parole, Monsieur Churin. Alors, déjà, il faut parler de l'actualité parce que l'actualité est brûlante, elle est grave pour certains et je dirais même tragique pour d'autres. Les intermittents du spectacle, je vais faire très vite sur l'actualité pour aborder le sujet de fond ensuite. Les intermittents du spectacle ont obtenu une prolongation des droits. Le décret va sortir jusqu'au 31 août 2021. Donc, les intermittents du spectacle seront couverts par l'assurance chômage, même s'ils n'ont pas d'emploi, jusqu'au 31 août 2021. Mais il y a 122 000 intermittents du spectacle indemnisés, et pourtant, il y a 2 200 000 chômeurs des catégories B et C, qu'on appelle trivialement salariés à activité réduite. Parmi eux sont les intermittents de l'emploi, donc je parle de ceux qui ont le statut de salarié, qui sont intermittents de l'emploi, mais qui n'ont pas la chance, comme nous, d'avoir un régime spécifique adapté à leur pratique d'emploi. Ils sont au régime général de l'assurance chômage. Eh bien, la honte à ce gouvernement qui a osé prolonger les seuls intermittents du spectacle et qui a laissé tomber les 2 millions de personnes qui vont basculer à partir du 31 mai dans la plus grande précarité. Certains ont déjà basculé au RSA. Ce sont des gens qui n'ont plus d'emploi, qui ne sont pas prêts d'en retrouver, principalement ceux qui sont dans la restauration et l'hôtellerie, ce qu'on appelle trivialement les extras de la restauration et de l'hôtellerie. Ce sont des gens qui bossent énormément dans les grands événements ou dans les grands concerts. Vous voyez, ils font faire le Midem, le salon de l'agriculture, ils vont faire la tournée de Patrick Bruel, etc., etc. Ils ne sont pas intermittents du spectacle, hein. Ils sont intermittents de la restauration. Ils vont bosser chez le nôtre, ils vont bosser au Martinez à Cannes quand il y a le festival, etc., etc. Et autant le politique admet que les intermittents du spectacle peuvent être employés au projet, hein, c'est normal, on comprend très bien que un metteur en scène qui nous emploie ne peut pas nous employer toute l'année. Quand on est employé pour un film, c'est pour une durée limitée. Autant les politiques ne comprennent pas que l'hôtel Martinez de Cannes a besoin lui aussi de temps en temps d'avoir des extras au projet parce que le festival de Cannes, ce n'est pas toute l'année. Et que s'il a 250 permanents, il ne peut pas en avoir 1000. Et s'il a 1000 personnes pendant le festival de Cannes à être employées, eh bien, il y a, pendant 10 jours, il y a 750 extras. Voilà. Et ces gens-là, eh bien, ils bénéficient aussi d'une assurance chômage en complément, qui n'est pas la même que la nôtre, mais qui bénéficie. Bien. Donc, ces gens-là, on ne leur a pas prolongé les droits. Et en plus, il y a une double peine, c'est que ces gens-là, en 2019, et ça, peu de partis politiques en ont parlé, en 2019, ces gens-là se sont fait absolument massacrer par une réforme absolument honteuse, par la pire des réformes depuis que le Conseil national de la résistance a imaginé les droits sociaux de ce pays, une réforme qui est bien pire que la réforme des retraites, et pourtant on n'en a quasiment pas parlé. En 2019, ce gouvernement de ce pays, notamment par les services de Pénicaud, ont osé faire une réforme d'assurance chômage qui touche uniquement le régime général, donc qui a épargné des intermittents du spectacle, qui touche uniquement le régime général et qui ose faire 4,5 milliards d'euros d'économies en 3 ans sur les plus pauvres de tous les chômeurs, à savoir ceux qui cumulent les petits boulots et l'assurance chômage,
ceux qui, comme les intermittents du spectacle, cumulent les salaires et les indemnités journalières. Ceux-là, en gros, vont avoir des indemnités à partir du 1er septembre 2019, car ils n'ont pas osé, 1er septembre 2020, pardon, car ils n'ont pas osé appliquer la réforme au 1er avril 2020. Ils l'ont repoussé au 1er septembre 2020. Eh bien, ces gens-là vont pour la plupart avoir des indemnités en dessous du RSA. C'est absolument monstrueux. Donc, il y a deux urgences pour eux. Qu'ils aient, comme nous, une continuité de droit jusqu'en 2021 pour tout de suite la bouffer alors qu'ils n'ont pas de salaire et pas d'indemnité de chômage. Et la deuxième urgence, parce que les vacances vont arriver, c'est vraiment, vraiment abolir et faire en sorte que cette réforme d'assurance chômage 2019 qui s'appliquait en deux volets, à savoir le premier volet sur les critères d'accès, comment on accède au régime, a déjà été appliqué et fait des morts au 1er novembre 2019. La deuxième partie sur le volet indemnisation, le montant des indemnités journalières devait être appliqué au 1er avril 2020, repoussé au 1er septembre 2020. Il faut absolument se battre pour que cette réforme ne voie jamais le jour. C'est absolument monstrueux, je le dis, ça va être une énorme tragédie. Et à ce niveau-là, il y a heureusement des politiques qui sont au courant et qui le savent. D'ailleurs, Marie-Noëlle Lienemann a posé 3 excellentes questions au Sénat, au gouvernement, il y a 10 jours, une sur les intermittents du spectacle et 2 sur les intermittents de l'emploi en général. Elle a posé, et suppliant ce gouvernement de les prolonger dans leurs droits et de mettre fin à cette réforme. Bien. Ça, c'est pour l'actualité brûlante. Alors, pour notre sujet, je vais partir du cas particulier parce que les sociologues disent qu'on a un laboratoire, les intermittents du spectacle, et c'est bien vrai. Nous sommes un laboratoire. Et pour ça, il faut revenir à l'histoire. Parce que l'histoire a un sens, et si on ne revient pas à l'histoire, on ne peut rien comprendre à ce dossier. Et ce dossier est extrêmement, extrêmement éclairant. Et j'attire l'attention sur tout le monde de s'intéresser à ce dossier particulier parce qu'il éclairera tout, il éclaire le reste. Bien. Au départ, pourquoi est-ce que les annexes 8 et 10 sont créées dans la fin des années 60? Pas du tout pour répondre à un problème d'art et de culture. Pas du tout, du tout, du tout. Pour répondre à un problème de discontinuité de l'emploi. En effet, fin des années 60, on constate que les techniciens du cinéma en premier et ensuite le monde du théâtre, mais d'abord les techniciens du cinéma, en 68, on constate que ces gens-là, par nature, ont des activités discontinues. Et que le régime général de l'assurance chômage ne fonctionne pas pour eux. Les règles ne marchent pas. Le régime général de l'assurance chômage marche très bien quand vous êtes employé à temps plein pendant, par exemple, 8 ans, vous êtes licencié, vous bénéficiez de 2 ans ou de 3 ans de chômage suivant que vous avez plus de 52 ans ou moins de 52 ans. Et là, ça marche très bien. Mais simplement pour ceux qui ont, comme nous, des contrats au gruyère, qui ont 3 jours de contrat et puis rien, des fois 15 jours de contrat et puis rien, ça ne marche pas. Et donc, on invente des règles spécifiques pour une activité spécifique. Et on invente l'intermittence du spectacle. On invente un régime spécifique adapté à nos pratiques d'emploi. Je vais être obligé de brancher ma tablette, je suis désolé. J'ai oublié de le faire au départ. Donc, on invente ces règles, ce régime formidable. On invente ce régime formidable qui assure une continuité de revenus sur une discontinuité d'emploi. Une continuité de revenus sur une discontinuité d'emploi. Donc, vous avez bien compris, et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment retenir. Au départ, ce n'est pas du tout pour l'art et la culture, mais c'est bien pour répondre à un problème de discontinuité. Et quand, dans les années 90, les chômeurs de catégorie B et C explosent, à savoir que les chômeurs de catégorie A, celles que vous voyez toujours à la télé, ont très, très, très peu évolué, contrairement à ce qu'on croit. Plus entre 1 et 3% en 25 ans. Par contre, chômeurs de catégorie B et C ont explosé de près de 300%. À savoir qu'on est passé de 500 000 à 2 300 000 personnes officiellement inscrites à Pôle emploi. Je ne parle que des salariés. Je ne parle pas effectivement des traducteurs ou des auto-entrepreneurs ou des gens qui font à la facture. Je ne parle que des salariés. Rendez-vous compte. Et alors, quand il y a eu l'explosion de ces contrats courts, puisque de plus en plus, l'économie de marché appelle la flexibilité.
appelle des gens au projet, appelle des gens sur un projet déterminé et pas sur le reste. Eh bien, nous étions pleins à dire, eh bien, allons-y, ouvrons le régime de l'intermittence à tous les intermittents de l'emploi, puisque au départ, encore une fois, c'était pour répondre à des pratiques d'emploi, pas au nom de l'art et de la culture. Notre régime spécifique aurait très bien pu concerner les chaudronniers, les pâtissiers, n'importe quoi. Non, 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 non. Donc, ce n'est pas au nom de l'art et de la culture. Et je fais une autre parenthèse dans la parenthèse. Pourquoi est-ce que c'était possible à un moment donné? Parce qu'on était dans une époque de plein emploi. Mais une époque de plein emploi totalement fictive. Parce que là, c'est une chose qu'il faut aussi poser. Je vais ouvrir beaucoup de parenthèses dans les parenthèses. Et ça, c'est une chose importante à comprendre, notamment pour les partis de gauche, notamment pour les syndicats. Le plein emploi n'existe pas et n'a jamais existé et n'existera jamais. Car le plein emploi dont on parle, celui du début du siècle ou d'après-guerre, on oublie de rappeler une petite chose qui a son importance. C'est que, en gros, presque la moitié de la population n'était pas employée, à savoir les femmes. Et là, il faut faire une différence. J'ouvre encore une parenthèse parce que toutes ces notions-là sont extrêmement importantes, sinon on ne peut rien comprendre au dossier. Il faut faire la différence entre travail et emploi. L'emploi, c'est ce qui est sanctionné par une fiche de paie. Pour les intermittents du spectacle, pour un acteur, c'est ce qui est visible. Nous avons coutume de dire, nous, intermittents du spectacle, qu'on travaille tout le temps et qu'on est employé de temps en temps. Mais une femme, dans les années 50, la plupart des femmes dans les années 50, elles étaient au foyer, elles élevaient leurs enfants, elles faisaient la vaisselle, le ménage, etc. On est bien d'accord qu'elles travaillaient. Pourtant, elles n'étaient pas employées. Ça ne veut pas dire qu'elles travaillaient. Elles travaillaient même souvent plus que leurs maris qui, eux, étaient employés. Donc, il faut vraiment faire la différence entre travail et emploi. Et j'ai coutume de dire que l'emploi ne recouvre pas le travail, qui ne recouvre pas la vie. L'emploi ne recouvre pas le travail, qui ne recouvre pas la vie. Bien. Et alors, par rapport à ça, au moment où historiquement on aurait pu étendre les activités 10 à d'autres intermittents, des gens qui étaient par nature, qui travaillaient en discontinuité, là le verre était dans le fruit, le politique nous a répondu « Ah non, 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 on les maintient au nom de l'exception culturelle ». Alors, je voudrais dire que si vous prenez la définition de l'exception culturelle et la loi de l'exception culturelle, les droits sociaux n'interviennent absolument pas dans la loi sur l'exception culturelle. Mais absolument pas. À aucun moment, même pas sur une micro-ligne. L'exception culturelle, c'est simplement de dire que la culture n'est pas une marchandise comme les autres. Et donc, on ne peut pas être mis en libre concurrence au niveau de l'Europe, au niveau du monde, etc. On ne peut pas ouvrir la concurrence comme on a ouvert l'électricité, le gaz, le rail, etc. C'est simplement ça, l'exception culturelle. Donc là, nous, on bénéficie d'un régime spécifique d'assurance chômage qui n'est pas un statut. Le statut, c'est salarié, mais on bénéficie d'un régime général d'assurance chômage. Et qu'est-ce qui se passe à propos de l'emploi? Qu'est-ce qu'on nous vend à propos de l'emploi? Qu'est-ce que tous les politiques nous vendent à propos de l'emploi? On m'avait demandé un article pour le journal Le Monde en 2012, parce que j'avais analysé le programme politique de tous les candidats à la présidentielle. Tous les candidats à la présidentielle osaient dire « Moi, président, avec moi, il n'y aura plus de chômage. Moi, il n'y aura plus de chômage, il n'y a pas de problème. Moi, président, je vais arriver au plein emploi. » Actuellement, il y a 6,5 millions de chômeurs inscrits. Le clochard du coin, il n'est pas inscrit au chômage. 6,5 millions de chômeurs officiels, chiffrent les Échos, le journal de droite, ils ont les bons chiffres. 6,5 millions de chômeurs. OK. Tous ces candidats-là avaient tous donc une recette pour l'emploi. Des recettes très différentes. On est d'accord, je ne les mélange pas. En gros, l'extrême gauche, c'est interdiction du licenciement, partage du temps de travail. François Hollande, c'était on prend un jeune, un vieux, exemption de charge, et comme ça, il n'y aura plus de problème d'emploi. Hein, on va employer tout le monde. Et puis le Front National, c'est maintenant Rassemblement National, donc c'est plus radical parce que c'est en gros les étrangers dehors et si on reste entre Français, il y aura de l'emploi pour tout le monde. Outre le mensonge, l'immense mensonge de la perspective, quand on rencontre ces gens-là,
et qu'on leur dit, OK, je veux bien vous faire crédit de votre truc là, avec interdiction des licenciements, les machins, un truc, OK. Vous allez au mieux créer 1,5 million d'emplois. Et encore, imaginez une annonce, on dirait il y a une mesure qui va créer 1,5 million d'emplois, ça ferait un boom terrible, ce serait extraordinaire. Hein. Je rappelle que le CICE mis en place par Hollande et Macron en exemption de charge, d'accord, Gattaz, il se trimballait avec son PIN 100 millions d'emplois, il en a créé zéro. Hein. Toutes les exemptions de charge ont été, on était dans les marges des boîtes, etc. Donc, on leur dit, OK, il reste 5 millions de chômeurs. 6,5 millions moins 1,5 million, il reste 5 millions de chômeurs. On en fait quoi? On en fait quoi en attendant les 5 millions de chômeurs? On en fait quoi? On traite le problème ou pas? Actuellement, il y a 6 chômeurs sur 10 qui ne sont pas indemnisés. Retenez ce chiffre. 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. Imaginez 6 malades sur 10 qui ne seraient pas couverts par la sécurité sociale. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas pourquoi? On n'en parle pas au nom du plein emploi. Parce que tout est rivé sur l'emploi. C'est-à-dire l'objectif, c'est l'emploi à tout prix. L'emploi est l'horizon indépassable pour tous les partis politiques. Là, j'entendais hier Darmanin qui osait dire nous n'allons pas augmenter les salaires car ça va tuer l'emploi. Non, nous allons donner de l'argent pour les entreprises afin qu'ils emploient des gens. Eh bien, je le dis de manière extrêmement simple. Ce qui se joue là avec les précaires, c'est extrêmement important. Parce que se joue derrière le lien de subordination. Celui qui lie l'employeur au salarié. Jamais le lien de subordination a été aussi tendu. Jamais l'employeur a eu autant de pouvoir qu'en ce moment. Jamais, 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 jamais. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on touche à l'assurance chômage, comme la réforme de 2019 dont je parlais au début, à chaque fois qu'on attaque les précaires, on attaque de fait directement l'emploi stable. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'emploi stable? L'employeur fait comprendre, si tu n'es pas content, il y en a 200 qui veulent ta place. Et chacun s'accroche à son CDI temps plein comme un joyau. Parce que chacun sait que si jamais il est viré, à l'extérieur, c'est l'horreur. Puisque si l'assurance chômage est dégradée, malheur à celui qui se fait virer de son emploi. Donc, les gens sont obligés d'accepter n'importe quel boulot, à n'importe quel prix, au nom de l'emploi à tout prix. L'emploi à tout prix, écoutez bien ce chiffre d'ARES, donc service statistique du ministère de l'Emploi, c'est 141 milliards d'euros par an, dont en gros 41 milliards pour l'assurance chômage. Donc, en dehors de l'assurance chômage, le prix de l'emploi à tout prix en France dépasse les 100 milliards, je n'ai pas dit millions, milliards, vous entendez bien, 100 milliards d'euros par an, en exemption de charges, en exemption fiscale, etc., en aidant des boîtes pour des emplois qui sont totalement inutiles. Exemple, Alstom, où on maintient l'emploi pour construire des TGV qui ne rouleront jamais à la vitesse de TGV, puisque ce sont des TGV qui rouleront sur les rails du Sud en rail RER. Vous voyez le délire. Au nom de l'emploi, on va maintenir des usines polluantes alors qu'on devrait les fermer. Au nom de l'emploi, on s'est demandé pendant je ne sais pas combien de temps s'il ne fallait pas fermer Fessenheim parce que, effectivement, je comprends parfaitement, c'est un drame social. Au nom de l'emploi, on ose dire que les robots, c'est horrible parce que les robots, ça fait qu'il y a plein de gens qui sont au chômage. Je me dis, mais heureusement qu'il y a les robots. De quoi on parle? Les robots qui remplacent des tâches difficiles des salariés? Mais c'est génial. Alors à ce moment-là, si on ne dit pas de robots, on enlève les grues des chantiers pour qu'il y ait 50 personnes de plus, et puis on revient au temps des cathédrales, et puis on enlève les haillons des camions pour que les mecs ils se mettent bien le dos et qu'il y ait besoin de 3 fois plus de ménageurs. C'est complètement stupide comme raisonnement. Le problème n'est pas là. Alors, j'en suis venu et puis on en est venu, pas que moi, mais Bernard Friot, d'autres, tout un tas de gens qui pensent le système, en disant qu'en fait, la seule solution, c'est de revenir au génie d'Ambroise Croizat, donc des suites du Conseil national de la résistance en 1945, qui imagine la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'il imagine, Ambroise Croizat? Il imagine des droits attachés à la personne, détachés de l'emploi. Imaginez là que pendant la crise du Covid,
Seuls les gens qui avaient un emploi ou des droits attachés à un emploi auraient pu être soignés. Ça aurait été une catastrophe. C'est pourtant ce qui se passe pour l'emploi. À savoir que vous, quand vous n'êtes pas en emploi, malheur à celui qui n'a pas d'emploi, parce que celui-là, eh bien, effectivement, il n'a pas les mêmes droits, il n'a pas les droits que celui qui est en emploi. J'en reviens, par exemple, à la loi travail de Mireille El Khomri, qui a vu défiler des millions de personnes pour la contrecarrer. Il y avait une chose où tout le monde était d'accord, même la gauche, tout le monde, c'est le CPA, le compte personnel d'activité. Génial, le CPA. Au moins, c'était la compensation de la merde de cette loi de travail qui libéralisait les licenciements et qui, entre parenthèses, en même temps, c'était quand même le sommet. Il y avait aussi une grosse réforme d'assurance chômage en 2016, très grosse réforme d'assurance chômage qui limitait le droit des précaires. Et El Khomri faisait la loi travail, donc double effet qui se coule. Vous voyez, on favorise les licenciements et ceux qui sont licenciés, on leur donne moins de droits. Pourquoi on leur donne moins de droits? Pour qu'ils soient obligés d'accepter n'importe quel job à n'importe quel prix. Le dumping social. Bien. Et je me suis un peu perdu, je ne sais plus de quoi je parlais. Mais donc. Le personnel d'activité de la loi El Khomri. Ah oui, le CPA. Alors, le CPA, on a dit c'est génial. Alors, le CPA, ça marche comment? C'est un compte personnel d'activité qui est lié à l'emploi. C'est-à-dire que plus vous avez d'emploi, plus vous êtes en emploi, plus vous rechargez votre compte. D'accord? Et moins vous êtes en emploi, moins vous avez de petits points pour recharger votre compte. Mais si vous réfléchissez bien, c'est bien ceux qui ne sont pas en emploi qui auraient besoin de plus de points pour se former. Donc, on voit l'aberration du système. Cette carotte à l'emploi, c'est une aberration totale. Une aberration totale. Le compte personnel d'activité qu'elle a osé présenter comme des droits attachés à la personne, c'est ultra réac. Ce sont des droits attachés à l'emploi. Moi, je parle de droits attachés à la personne et déconnectés de l'emploi. Des droits purement attachés à la personne, que la personne soit en emploi ou hors emploi. C'est pourquoi, dans un premier temps, à la coordination, on a travaillé pour étendre les annexes 8 et 10 à toute l'intermittence de l'emploi, même s'il y avait déjà une annexe, l'annexe 4 des intérimaires, mais qui était rayée de la carte de l'assurance chômage. Car les intérimaires avaient une annexe spécifique aussi pour reconnaître leur discours. Vous pourriez préciser ce que c'est que les annexes 8 et 10? Alors, très bien. Alors, je l'ai dit au départ, les annexes 8 et 10 ont été créées dans les années 60 pour répondre à l'activité discontinue des gens du cinéma puis des gens du théâtre. D'accord? Donc, et maintenant, les annexes d'assurance chômage ont gardé les numéros 8 et 10, mais l'annexe 8 concerne tous les techniciens et l'annexe 10 concerne tous les artistes. Donc, il y a une liste de métiers et suivant le métier que vous exercez, et suivant le métier que vous exercez, l'activité que vous exercez, vous dépendez de l'annexe 8 ou de l'annexe 10. Le truc, c'est que pour dépendre des annexes 8 et 10, il faut un employeur qui est le code NAF ou le code APE, si vous voulez, qui soit un entrepreneur de spectacle. Voilà. C'est pourquoi il y a des aberrations. Il y a des aberrations. Je vais vous prendre deux cas. Deux cas et vous allez comprendre l'aberration du système. Et vous allez comprendre pourquoi ça ne peut pas être attaché à un métier, mais bien à une notion de discontinuité. Je parle de ces droits-là. J'ai reçu une lettre très intéressante d'une femme qui est là, qui élève ses deux enfants, qui est dans la merde la plus totale. Elle est extra, elle travaille en discontinuité dans une boîte de catering. Le catering, c'est la bouffe dans les événements, que ce soit sur un film, les tournées, etc. On appelle ça le catering. Okay? Que ce soit le goûter. Et elle travaille surtout dans le milieu du cinéma et aussi des grandes tournées. Elle a fait Patrick Bruel, El Pokora, etc. C'est-à-dire qu'elle est là pour préparer la bouffe, les sandwichs, etc., etc. Mais elle, son employeur, c'est une boîte de catering. Donc, c'est une boîte de cuisine. Donc, c'est pas un entrepreneur. Son employeur n'est pas entrepreneur de spectacle. C'est le producteur qui est entrepreneur de spectacle qui délègue à une boîte, qui est productrice de cuisine, dans laquelle il y a des salariés. Et elle est salariée discontinue dans cette boîte-là. Alors, ce qui est génial, c'est que vous prenez sur un tournage, il y a un métier qui s'appelle régisseur de cinéma, qui n'est pas le même que régisseur de théâtre.
régisseur de cinéma, c'est un métier qui consiste, en gros, je vous fais la faire court, un régisseur de cinéma peut aller chercher les acteurs à la gare, etc. Mais il y a des régisseurs de cinéma qui, toute la journée, font des courses, font des courses pour la production, et aussi font le catering en dehors du midi, mais font les sandwichs, parce que quand on commence tôt, souvent à 10 heures, on peut avoir un sandwich, ils préparent le café, ils font en sorte qu'il y ait des poissons, etc. Donc, au niveau de la nature du métier, ils ont un métier qui est extrêmement proche de la femme dont je vous parle. Mais eux ont la chance d'avoir leur employeur direct qui est la production de cinéma, qui lui a le bon code APE. Donc, comme il a le code, comme son employeur a le code producteur de spectacle, que lui est régisseur de cinéma, il est dans la bonne liste des métiers, il peut avoir droit et émarger, avoir des droits à l'annexe 8. Et s'il fait 507 heures en 12 mois, il aura des droits à assurance chômage en complément de son salaire. En revanche, à côté, cette femme qui fait exactement le même métier que lui, exactement exercé de la même manière par intermittence, parce qu'elle n'a pas l'employeur qui est un employeur de spectacle, elle dépend du régime général d'assurance chômage qui n'est non seulement pas adapté à sa pratique d'emploi, mais qui là vient de se faire massacrer. Vous voyez l'aberration de la chose. Et donc, pour finir avec ça, parce que là j'ai fait une parenthèse, puisqu'on m'a demandé ce que c'est que les études des 10, je pense que vraiment, la solution, c'est des droits inconditionnels attachés à la personne aussi en matière d'assurance chômage. À savoir que tous les travailleurs de ce pays soient indemnisés par l'assurance chômage, même quand ils sont en fin de droit. Parce que le jour où vous donnez un salaire à tout le monde, et je ne parle pas de revenus garantis qui seraient des primes, non, un salaire ou l'assurance chômage soumis à cotisation, etc. Et Dieu sait si on peut le faire. Je vous ai expliqué qu'il y avait 100 milliards d'euros qui partaient dans l'emploi, des fois pour rien. Le jour où vous donnez un salaire à tout le monde, eh bien, vous redonnez vraiment du pouvoir aux travailleurs. À savoir, dans ces cas-là, le salarié a le choix de dire non. A le choix de dire non à des métiers de merde. Parce que tous les métiers dans lesquels renvoient les politiques, la plupart des métiers, où ils disent allez-y, mais bossez, on va faire l'emploi à tout prix. Mais eux, ces métiers-là, ils ne les voudraient pas ni pour eux, ni pour leurs enfants, ni pour leurs cousins, ni pour personne. Ce sont des métiers qui sont sous-payés. On force les chômeurs à se réactiver, comme dit Darmanin. Darmanin a osé dire qu'il y avait trop de droits et qu'il n'y avait pas assez de droits pour réactiver les chômeurs. Donc, en gros, actuellement, il y a du flicage permanent où on va proposer à un chômeur 2 heures le matin, 2 heures le soir à 80 bornes de chez lui. Et le gars, s'il dit non 2 fois, il est radié de l'assurance chômage. Voilà, on en est là. On en est là, on nous l'emploi à tout prix. Alors, il y a des solutions comme Bernard Friot qui propose de tout socialiser et de donner un salaire à tout le monde comme ont les fonctionnaires. Je pense, et nous sommes plusieurs à penser, que son constat est absolument lumineux et génial, mais sa proposition est infaisable parce qu'on est dans une économie de marché, parce qu'on n'est pas dans l'Union soviétique qui sera socialisée et que le temps que le monde soit fonctionnaire, ça n'existera pas. En revanche, utiliser une chose qui existe déjà, à savoir l'assurance chômage, et en faire une sorte d'assurance salariale pour couvrir tout le monde. Je renvoie à ça, au Conseil national de la résistance et au préambule de la Constitution de 1946. On n'a pas arrêté de dégrader les droits. Le préambule de la Constitution 46 dit que tout citoyen a le droit à un revenu d'existence. Préambule de la Constitution 46. Il ne parle pas d'emploi. Tout citoyen a le droit à un revenu d'existence. On ne parle pas d'emploi. C'est génial. Droit attaché à la personne, détaché de l'emploi. Et là, vous créez réellement un marché de l'emploi. Parce que parler avec tous les économistes, même les libéraux, ils reconnaissent que le marché du travail, c'est un mot impropre. Le marché du travail, ça n'existe pas. Parce que dans le cadre d'un marché, vous pouvez vendre ou ne pas vendre. Alors que là, on est dans une situation totalement instable. À savoir que c'est l'employeur qui a tout pouvoir. Car le salarié n'a aucun moyen de ne pas se vendre. Le salarié doit vendre sa force de travail pour bouffer. Et donc, lui n'a pas le choix. En revanche, en face, l'autre a le choix. Et à chaque fois que les politiques vont essayer de faire des politiques de l'emploi, ils vont donner un pouvoir énorme à l'employeur, en n'étant même pas sûr qu'il emploie, parce que un État qui fait ça, soit
soit soit il fait 6,5 millions de fonctionnaires pour employer les 6,5 millions de chômeurs, hein, soit il fait ça, soit il dit on va essayer qu'il y ait des emplois, mais ce n'est pas lui qui a la main. C'est les employeurs. On est d'accord, c'est les employeurs. Donc, c'est un mensonge absolu de dire avec moi, il y aura le plein emploi. Un mensonge absolu. Et on l'a bien vu avec les CICE et Gattaz. Absolument. Bon, voilà. J'en ai fini sur ma première. Enfin, non, en gros, j'en ai fini. Maintenant, vous pouvez poser des questions. Je vous remercie. En fait, Madame Apéliu, vous avez la parole, Madame Apéliu. Bon. Alors, moi, donc, je suis traductrice littéraire, donc j'écoute avec intérêt ce que dit monsieur. Nous, les traducteurs littéraires, nous sommes des artistes-auteurs, donc nous sommes au régime général, mais au régime de sécurité sociale des auteurs. On cotise pour la sécurité sociale des auteurs, mais on ne cotise pas pour le chômage. Donc, du coup, le chômage, pour nous, il n'existe pas. Donc, moi, tout ce que vous me dites là, c'est un peu du chinois, quoi, parce que ce n'est pas ce qui concerne notre quotidien. Nous, on n'a pas non plus d'employeurs. Nous sommes des indépendants assimilés salariés. Donc, par exemple, nous n'avons pas de lien de subordination dont vous parliez tout à l'heure, pas d'assurance chômage. Alors, comment est-ce que, voilà, nous, la précarité, ça on connaît aussi, mais de notre côté, on y est habitué vu qu'on n'est pas salarié. Donc, on n'est pas vraiment sans emploi. On a des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut avoir un contrat qui dure 6 mois. Après, pendant 6 mois, on n'a rien. Après, on a un deuxième contrat. On en a plusieurs à la fois. Donc, c'est une autre forme de travail, ça. Et nous, notre statut d'auteur, qui est quand même un petit peu bizarre, un petit peu bâtard, il est à cheval entre les indépendants et le régime général. Alors, est-ce que vous pourriez préciser justement Est-ce que je peux apporter une précision technique? Oui, parce qu'il y a une chose qui n'est pas juste que vous avez dit techniquement. D'accord. Que vous avez dit était juste il y a 2 ans, ce n'est plus juste car sans le savoir, vous payez pour l'assurance chômage. Ah non, non, non. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tout le monde paye pour l'assurance chômage depuis 2 ans. C'est l'effet Macron. C'est-à-dire que l'assurance chômage, il n'y a plus de cotisation côté salarié. D'accord? Mais par contre, il y a de la CSG généralisée. Donc, sur votre fiche de salaire, la CSG a été augmentée, mais c'est pas que tout le monde en a, c'est une contribution sociale généralisée. Mais on n'a pas le même taux. L'assurance chômage, je vous explique. Ça, c'est un truc qu'il faut expliquer aussi. L'assurance chômage, effectivement, avant, les recettes de l'assurance chômage, c'était les cotisations patronales et salariales, uniquement. Et seuls les salariés du privé cotisaient pour l'assurance chômage. D'accord? Seuls les salariés du privé cotisaient pour l'assurance chômage. C'est-à-dire que les retraités ne cotisaient pas pour l'assurance chômage et les fonctionnaires ne cotisaient pas pour l'assurance chômage. Et les indépendants ne cotisaient pas pour l'assurance chômage. Je parle bien des salariés du privé. D'accord? Macron a pété tout ça. Okay? Il a pété tout ça. Il n'y a plus aucune cotisation salariale pour l'assurance chômage, sauf pour les 170 000 et 122 000 indemnisés, mais en gros, pour les intermittents du spectacle, puisque nous étions les seuls à avoir des cotisations doublées. On avait le double de cotisations. Okay? On avait tout le monde cotisait pour 4 et quelques et nous, on cotisait pour 10. D'accord? Et donc, tous les salariés du privé cotisaient pour moins de 5% pour l'assurance chômage et nous, on cotisait pour moins de 10%. Et donc, au moment où on a fait cette bascule, ils ont décidé que plus aucun salarié du privé ne cotiserait pour l'assurance chômage et que les intermittents verraient leur cotisation doublée à passer à cotisation simple. D'accord? Donc, il n'y a que nous qui cotisons pour l'assurance chômage. Mais en revanche, puisque vous comprenez bien que si on enlève les cotisations, ça fait une baisse des recettes, il a compensé ça en augmentant des points de CSG pour l'ensemble des citoyens français, pour l'ensemble des Français. Les retraités, vous, les fonctionnaires. Oui, donc, on a eu des compensations de la CSG. Donc oui, vous participez aux recettes de l'assurance chômage. Ce qui vous empêche de percevoir de l'assurance chômage, c'est que vous n'avez pas de statut de salarié et que seuls les gens qui ont une présomption de salariat peuvent percevoir de l'assurance chômage. Je dis que cela peut être résolu extrêmement rapidement, puisque, encore une fois, nous étions dans ce cas-là avant 68,
Et qu'en 68, une loi est passée pour donner aux artistes et techniciens la présomption de salariat. C'est une loi qui est même plus avantageuse que le salariat. Parce que dans le salariat, il y a des règles qui font que vous êtes salarié ou la justice te dit que vous êtes salarié ou pas. D'accord ? Nous, en gros, on peut être porteur de notre propre projet et être quand même salarié. On peut être propriétaire de notre outil de travail. Un salarié qui est propriétaire de son outil de travail, la justice peut aller le chercher et dire « Ah, vous n'êtes pas vraiment salarié parce que vous n'êtes pas… » Nous, on peut être propriétaire de notre piano et être musicien et être considéré comme salarié nous-mêmes. Car nous bénéficions de la loi de présomption de salariat. Donc, ce serait simplement étendre aux indépendants un statut juridique qui existe déjà. Et à ce moment-là, vous pourriez bénéficier absolument, comme tout le monde, de l'assurance chômage. D'ailleurs, Macron a commencé à le faire. Simplement, il a mis de telles restrictions que ça concerne presque personne. Car Macron a prévu de couvrir l'assurance chômage, les artisans, les machins, les trucs, les paysans, les mecs qui démissionnent, etc. Mais simplement, il a mis de telles contraintes que ça représente peu de monde. Mais il l'a même prévu dans la réforme. Donc maintenant, version Macron, il n'y a même plus besoin d'être salarié pour percevoir de l'assurance chômage. Donc vous voyez qu'il y a de la marge. Il n'y a aucun problème. Vous pourriez percevoir de l'assurance chômage. Mais normalement, il y a des cotisations patronales aussi dans l'assurance chômage. Il y a des cotisations. Les cotisations patronales ont été maintenues. Je rappelle, les patronales ont été maintenues. Les cotisations salariales. Comment ? Nous, les artistes-auteurs, il n'y a pas de cotisation patronale. Il y a 1,1% uniquement que payent les éditeurs. Alors, donc, on ne va pas loin avec ça. J'en finis avec ça pour dire comment ça peut être résolu. Et après, je laisse la parole. Mais parce que c'est intéressant d'avoir ces débats-là. Oui. Pour les intermittents du spectacle, puisque nous avons systématiquement la présomption de salariat, on a bien été obligé d'inventer quelque chose. Parce que quand nous allons jouer, quand nous allons faire du théâtre en appartement, quand un musicien va jouer dans un bar, votre copain qui vous accueille dans l'appartement ou le patron du bar, il n'est pas entrepreneur de spectacle. Et donc, il ne peut pas vous déclarer. Et donc, il ne peut pas, de fait, vous ne pouvez pas avoir la présomption de salariat avec ça. Alors, qu'est-ce qui a été inventé ? Le GUSO. Le guichet unique. Et vous pourriez l'avoir. C'est un organisme qui fait que n'importe quel indépendant peut déclarer un intermittent du spectacle. Et alors, à ce moment-là, il devient de fait employeur occasionnel, employeur pour une date. Et les cotisations, si vous voulez, l'employeur occasionnel, c'est le GUSO. Et grâce à ça, nous obtenons la présomption de salariat. Et qu'est-ce qu'il paye ? Et vous pourriez faire exactement la même chose. Oui, mais il faudrait que avec un organisme comme le GUSO et avoir une présomption de salariat. Et les cotisations patronales dont vous parlez sont payées par le GUSO. Oui, mais où il a son argent, le GUSO ? D'où il sort ses fonds ? Mais c'est le patron du bar qui donne 200 € pour payer le trompettiste qui est venu jouer. Oui, ben donc nous, ça voudrait dire que ce serait les éditeurs qui devraient payer pour nous. Par exemple. Mais ils ne veulent pas. Ce qui ne paye que 1,1% depuis tellement longtemps que pour leur… Non, mais attendez. S'il y avait un organisme comme le GUSO, que l'éditeur paye au GUSO, qui ensuite se charge de trucs, ça marche. C'est une question. C'est pas ils veulent pas. Nous, c'était pareil. Au début, ils ne voulaient pas. Et puis ça s'est fait. C'est-à-dire que des solutions, on les trouve. Il n'y a aucun problème. Et puis même, si vous voulez, dans ma solution, je peux très bien dire, en étant l'assurance chômage en dehors du statut de salarié. Mais pourquoi je pense que c'est important de défendre le statut de salarié ? Parce qu'actuellement, c'est le statut de loin le plus protecteur en France, de très, 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 très loin. Et malheur, on voit bien aux indépendants, à tous les Uber, etc., quand ils s'arrêtent, on voit bien là pendant le Covid, qui est-ce qui a été le mieux protégé ? Les fonctionnaires. Qui est-ce qui est le mieux protégé en cas d'arrêt maladie ou en cas de maternité ? C'est ceux qui sont dans l'emploi stable, c'est ceux qui ont des CDI, c'est les fonctionnaires, etc. Donc, on voit bien à quel point un salarié a des avantages, même s'il cotise plus. On voit bien qu'en cas de pépin, un salarié est beaucoup mieux couvert. Donc, je pense effectivement qu'il faut se débrouiller pour qu'un maximum de travailleurs en France redeviennent salariés. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors, moi, je pense qu'en termes de réflexion, je pense qu'il faut essayer de ne pas réfléchir à la situation constante. Parce qu'en fait,
tout le débat politique, c'est pour convaincre le Parlement, le gouvernement, par des différents moyens, de faire des lois qui s'imposent, y compris à potentiellement des éditeurs ou potentiellement à tout autre employeur. Je vais revenir à Madame Apellus vers vous juste après. Il y a Monsieur Nicolas Frémiot qui a demandé la parole pour intervenir sur ce débat-là. Et je reviendrai vers vous pour que vous nous précisiez comment ça s'est passé pour les traducteurs et indépendants pendant la période. Monsieur Frémiot, Ouais, Frémiot, vous avez la parole. Excusez-moi. vous m'entendez? Parfaitement. Comment? Parfaitement. Non? Si? Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, c'est bon. Donc, moi, je suis photographe, je suis artiste photographe. Hein, je cotise à la GESA. Effectivement, comme les traducteurs, traductrices, les diffuseurs, donc ceux qui nous permettent de travailler en diffusant et en produisant nos œuvres, ils paient 1% de cotisation. Donc, on est très loin d'une possibilité d'ouvrir des droits au chômage, à moins qu'il y ait une révolution sociale. Cette révolution sociale, on peut la souhaiter, sauf qu'actuellement, dans le domaine artistique, entre les photographes, les peintres, les graphistes et ainsi de suite, les réalités socio-économiques sont très différentes. Et il faudrait du coup engager une réflexion globale concernant tout le milieu artistique pour savoir comment mieux protéger les artistes quand ils sont dans la difficulté de produire et diffuser. Après, il y a une question demeure qui est d'ordre philosophique, c'est que si on revient à un système de salariat, tout à l'heure vous évoquiez la subordination, tout le monde, tous les artistes ne souhaitent pas être subordonnés à un patron. Absolument. Et donc, on ne peut pas faire l'impasse de cette discussion-là avec tous les artistes autour de cette question-là. Concernant la photographie, je prends que la photographie parce que je connais bien ce domaine-là. Par exemple, les groupes de presse font travailler les photographes. En 30 ans, le nombre de photographes ayant la carte de presse, leur permettant d'avoir le statut de pigiste, donc de salariés, ils ont baissé considérablement. Parce que qu'est-ce qu'on constatait les patrons de presse, c'est qu'ils pouvaient faire travailler des photographes en leur payant des droits d'auteur, donc en faisant passer soit par la Maison des artistes, soit par la GESA. Donc là aussi, c'est très compliqué. Hein. Aller convaincre les groupes de presse de payer un salaire, une pige, et donc systématiquement à tous les photos qui sont diffusées dans les journaux. Et à ce titre, il y a des groupes de presse très illustres. Hein, Le Monde, Libé sont les premiers à avoir engagé cette convergence de ne plus rémunérer les photographes journalistes en pige, puisqu'ils ont trouvé la brèche du droit d'auteur. Donc là aussi, il faut engager une réflexion globale. Pour les photographes, moi je suis à la GESA, mais il y a des photographes qui aujourd'hui sont auto-entrepreneurs. Puis il y a des photographes, ils ont le statut d'artisan. Puis il y a des photographes, ils ont le statut d'entreprise privée. Donc je pense que la réflexion qu'on doit porter, elle ne doit pas prendre comme point de départ forcément la référence à l'intermittence du spectacle. Après, je ne sais pas si c'est idéal aussi d'être d'avoir sans arrêt des boulots par intermittence. Merci. Parce que faut faire attention au travers que pour certains, ça serait idéal que le statut d'intermittent soit globalisé. Parce que ça permet à tout moment de jeter la personne
ou de lui dire on t'embauche 3 jours, tu te casses, et puis tu reviendras dans 6 mois, ou dans 3 mois, ou dans une semaine. Donc, je pense que peut-être que l'idéal, ça serait de permettre que, quel que soit son métier et quel que soit son statut, on ait des rémunérations correctes. Et concernant la photographie, concernant la production d'œuvres, les budgets baissent considérablement. Les lieux qui diffusent les œuvres, les musées, les centres d'art, pour certains, ne payent même pas des droits d'auteur. Les éditeurs, quand vous publiez des photos dans un livre, la rémunération de la photographie publiée dans le livre, c'est dérisoire. Donc, il y a aussi une question à se poser, c'est l'ordre de la rémunération. Où, par exemple, aujourd'hui, beaucoup d'œuvres aussi sont diffusées sur Internet. La rémunération des œuvres diffusées sur Internet, c'est dérisoire. On est, par exemple, concernant les artistes plasticiens, ce qui est convenu plus ou moins de rémunérer les artistes, on est très loin, par exemple, de ce que peut faire obtenir les musiciens. Tous les musiciens, par exemple, la plupart qui font de la musique, qui chantent, sont affiliés à la SACEM ou à la SACD. Il y a des grilles, et les grilles de la SACEM et de la SACD sont respectées. Quand une chanson, une musique est diffusée à la radio, systématiquement, la SACEM ou la SACD perçoit une somme d'argent qu'elle va redistribuer après à l'artiste. En photographie, ou pour les sculpteurs, ou pour les peintres, ou pour les graphistes, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Nombre d'œuvres d'art d'artistes plasticiens sont diffusées sans que l'artiste ait en retour une rémunération. Donc là aussi, il y a des combats à mener à ce niveau-là, ne serait-ce que déjà d'être convenablement rémunérés quand nos œuvres sont diffusées. Alors pour certains d'entre nous, on fait partie de sociétés d'auteurs, comme la SAIF par exemple. Mais par exemple, tout à l'heure, vous évoquiez la présomption de salariat. Moi, ça m'est arrivé de soulever cette question et d'aller consulter des avocats qui sont spécialisés dans le droit à l'auteur et tout. J'ai pas pu obtenir gain de cause. Ils m'ont dit, mais c'est pas la peine d'aller au combat, tu vas te ramasser une gamelle, tu vas perdre du temps, tu vas passer des années et des années, tu vas éventuellement dépenser de l'argent, mais tu n'auras rien, parce que c'est pas parce qu'un photographe travaille régulièrement pour un producteur-diffuseur que pour autant, à un moment ou à un autre, s'il y a une baisse d'activité, que vous pouvez aller faire valoir le fait que vous travaillez depuis longtemps et que du coup, éventuellement, vous demandez à être requalifié comme salarié pour avoir droit au chômage. Merci. Il y a Monsieur Génie qui avait demandé la parole. Vous avez la parole, Monsieur Génie. Oui, François Génie. J'ai un prénom, François. À propos de subordination, non, mais voilà, je le précise. Tout à l'heure, vous disait présentez-vous, donc voilà, François Génie. Je suis comédien, auteur et metteur en scène. Voilà. Donc intermittent du spectacle, mais je n'ai pas été que ça pendant ma carrière professionnelle, mais je n'ai été salarié que 2 ans dans toute ma carrière professionnelle. On parlait de subordination à l'employeur et c'est ça qui me faisait réagir, mais du coup, je vais développer un petit peu d'autres choses. Oui, des artistes ne veulent pas être forcément subordonnés à un employeur, mais enfin, on est subordonnés, on est les sujets, les serfs d'un système en tant qu'intermittent du spectacle. Dans le calcul d'heures, de savoir comment ça fonctionne, est-ce que j'ai assez de cachets pour pouvoir renouveler mes droits. Et depuis la dernière réforme qui a été faite, où maintenant un cachet pour les artistes-interprètes
donc annexe 10, je précise, est calculé comme étant 12 heures arbitrairement, ce qui fait qu'évidemment, on fait plus rapidement nos 507 heures. Mais comme la loi du travail dit qu'on travaille 35 heures par semaine, eh bien, le Pôle emploi calcule ces 12 heures et elle fait comme si on avait travaillé 7 heures dans une journée, plus 5 heures, ce qui fait que quand on a 3 journées de cachet, ça va nous coûter 5 jours en moins d'indemnité, pardon, alors qu'on a travaillé que 3 jours. Enfin, il y a un tas de systèmes. On est tout le temps subordonné à soit un employeur, soit un système. La rémunération est la chose la plus importante, que ce soit pour les salariés, mais que ce soit pour les intermittents ou les intérimaires, quels qu'ils soient, dans quelque métier que ce soit. C'est ça la base, parce que ça sera toujours sur cette base-là, en tout cas, que seront calculés d'éventuels droits, quoi qu'il arrive. Et c'est toujours cette base-là qui sert de référence. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais si je touche un cachet de 100 € pour ne serait-ce qu'une demi-journée de répétition, admettons, ça serait déjà bien payé si on payait les répétitions, ce qui est très rare. Pôle emploi va me calculer ça comme étant 12 heures, alors que je n'ai travaillé que 4 heures. 12 heures, 100 € divisé par 12 heures, ça ne fait pas le SMIC, d'accord ? Ce qui fait que même si je suis indemnisé en tant qu'intermittent, à l'arrivée, je vais perdre de l'argent en travaillant et en gagnant ces 100 €. Je ne sais pas si vous avez compris le système. C'est un système tellement… On est tout le temps en but à ça. Moi, en tant que metteur en scène, la plupart du temps, je ne touche pas de cachet. On me rémunère sur des droits d'auteur. Donc, je suis assimilé, comme les photographes ou autres, entre 3% minimum par rapport, si le spectacle est vendu, 3%, maximum 5%. D'accord ? Donc, ce qui fait que quand c'est une salle sur un petit spectacle de 50 entrées payantes à 15 € de moyenne, faites le calcul, 3%, moins les charges, etc. À l'arrivée, c'est peanuts. Donc, c'est toujours l'histoire à quel taux va être payé notre travail. Et en fait, moi, je me rends compte que c'est exactement la même chose pour les salariés. Tout à l'heure, M. Churin faisait une démonstration qui était superbe, qui était très précise. Juste une petite précision historique. Je pense qu'il y avait déjà un système d'intermittent en 1936 pour les techniciens du cinéma, parce que le cinéma avait du mal à embaucher des artisans pour construire les décors, etc., qui préféraient continuer à travailler dans leurs entreprises et ils avaient du mal. Donc, on a créé un système qui permettait d'embaucher. Ça concernait peu de gens par rapport à aujourd'hui, évidemment. Mais c'était juste une petite précision comme ça. Mais le système tel qu'il est aujourd'hui n'est que pénalisant pour les gens qui travaillent. Nous, dans le spectacle, oui, nous travaillons beaucoup. Moi, je travaille beaucoup et je suis payé très peu. Et même là, je vais avoir la possibilité, puisque j'aurai fait assez de trimestres, d'être indemnisé par la retraite. À partir du moment où je suis indemnisé par la retraite, Pôle emploi me sort. Je ne suis pas comme un salarié où j'aurai la possibilité de dire je veux encore travailler 2 ans ou 3 ans et continuer à cotiser, etc. Non, on m'éjecte du système. On est tout le temps comme ça, subordonné à ça. C'est insupportable. J'en étais même arrivé à une période de ma carrière à créer ma propre entreprise pas tout seul, avec d'autres activités, etc., pour essayer de m'en tirer. Ça a très bien fonctionné pendant un temps, mais la crise de 2008-2009 a mis à terre l'entreprise très rapidement au bout de 12 ans d'existence ou 13 ans d'existence. Mais c'est pour dire que tous ces systèmes-là, on les connaît. Alors, le combat à mener est réel. J'adhère à la solution brossée rapidement par M. Churin concernant la distinction d'une part entre travail et emploi et de dire que toutes les personnes qui travaillent devraient avoir un revenu, quel que soit le travail. Les aides qui ont été données, on a parlé tout à l'heure, on a réévoqué le CICE avec la promesse de créer 1 million d'emplois. Bon, évidemment, ça ne s'est jamais passé, mais avant le CICE,
moi, depuis que je travaille, c'est-à-dire j'ai toujours été en crise depuis 1974, je travaille depuis 1974, ça a toujours été la crise. On a toujours aidé les employeurs, qui ont toujours promis qu'on créerait des emplois, qui ont toujours promis que ça irait mieux. Ça n'a jamais fonctionné. Donc, bien sûr, ces 100 milliards qui restent là, ils devraient être employés très différemment. Mais qui, aujourd'hui, va prendre le risque de mettre en place un système comme ça? Parce qu'on n'est pas dépendant que d'une décision politique, on est dépendant de tout un système économique qui ne fonctionne surtout pas avec le partage ni avec la redistribution des richesses. Surtout pas. Donc, enfin, je ne suis pas déprimé, mais presque, quoi. Presque. Nous, pendant cette période du Covid, j'ai vu qu'il y avait Stéphanie qui est là, elle peut témoigner. Normalement, je devrais être en train de jouer les jeudis, vendredis et samedis depuis le 19 mai. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Je fais quoi? J'attends de savoir quand est-ce que je pourrai jouer. Le théâtre ne sait pas quand est-ce qu'il pourra reprogrammer parce qu'il ne connaît pas les conditions, etc., etc. Bon, ok, oui, je suis au chômage, je suis prolongé jusqu'au 31 août, mais ça ne me suffit pas. Enfin, je veux dire, les actuellement 1 372 € net que je touche de Pôle emploi, enfin voilà, c'est même pas une poire pour la soif, quoi, je veux dire, pour tenir. Donc, on nous oblige, enfin, c'est-à-dire, on nous pousse à créer nous-mêmes nos propres emplois. C'est-à-dire que la culpabilisation aussi des salariés ou des gens comme nous, même si nous ne sommes pas salariés, la culpabilisation, la réactivation des chômeurs, tout ça, c'est toujours culpabiliser celui qui est au bout de la goulotte, c'est nous, quoi. C'est-à-dire, c'est nous qui ne faisons pas assez d'efforts, c'est nous qui ne faisons rien pour trouver du travail, c'est nous qui ne voulons pas travailler et qui ne voulons pas gagner de l'argent, c'est nous qui sommes des assistés, etc. Ça devient plus qu'insupportable. Moi, je comprends qu'à un moment donné, face à ces murs-là, on peut imaginer, et on les imagine, et je suis le premier à l'imaginer depuis longtemps, et à me battre sur différents terrains pour que ça avance, pour que ça se transforme. On peut imaginer ça. Mais moi, je comprends qu'au-delà d'un désespoir, cette colère nous amène qu'à une seule chose, à avoir envie de tout péter, mais physiquement, parce qu'on n'a plus le choix. Oui, c'est terrible. On n'a plus le choix. Et quand on n'a plus le choix et qu'on est en train de crever, on fait quoi? On fait quoi? Je fais comme les gens que je vois dans ma rue, qui fument du crack ou qui dealent du crack juste à proximité, là, dans la rue, etc. C'est ça mon choix? Enfin, je veux dire, à un moment donné, même politiquement, je ne vois même plus l'issue, pour tout vous dire. Voilà, excusez-moi d'être un peu déprimant. Je vous remercie. Je vais redonner la parole à Madame Apelius. Je voudrais simplement rappeler une définition, parce qu'en fait, on parlait de rémunération, mais en fait, juridiquement, je vous rappelle que le revenu, c'est la somme à la fois d'une rémunération, mais des droits, bien sûr, de la personne travaillant. Et donc, à partir du moment où on est dans une logique d'extension des droits, ce qui va à l'encontre de la tendance qui existe depuis une trentaine d'années, qui, elle, va à la diminution des droits. Donc là, en fait, la diminution des droits, quel que soit le régime juridique de la personne qui travaille, c'est en réalité une diminution de son revenu. Et on assiste à une diminution de ses droits, justement, parce qu'on est arrivé à un niveau plancher de revenus où un certain nombre de gouvernements, mais aussi de représentants du patronat, se disent que diminuer le revenu, on va dire, facial, créerait des tensions auxquelles ils ne veulent pas se confronter. Et donc, en fait, ils diminuent le revenu en diminuant les droits. Ce que j'ai compris, c'est que M. Churin, lui, veut étendre les droits et donc, en fait, augmenter le revenu. Je donne la parole à Mme Mme Apelius. Est-ce que vous pouvez nous toucher 2 mots sur la manière dont les traducteurs
Et Les auteurs. lorsqu'on a discuté, traducteur littéraire de France, vous m'avez dit, lorsqu'on a discuté un peu avant la conférence, que votre association avait fait un sondage auprès de ses membres. Est-ce que vous pourriez nous donner des informations sur la manière dont donc les traducteurs littéraires de France ont vécu la période de l'épidémie, les conséquences en termes de revenus, de situation, de protection? Vous avez la parole. Bon, alors effectivement, nous, on a fait une enquête. Alors, on a eu 300 répondants. On a 1100, 1200 adhérents. Il y en a 300 qui nous ont répondu. Donc, ça donne quand même un échantillon. On voulait savoir comment ça s'était passé, voilà, si il y avait des contrats qui avaient été annulés, s'ils avaient perdu des revenus, comment ça se passait pour le fonds de solidarité, comment ça se passait pour les arrêts maladie pour garde d'enfants. Bon, chômage partiel, évidemment, nous, non, on n'en a pas. Donc, au début, ça se passait plutôt, on avait l'impression que ça ne changeait pas grand-chose, parce que, étant donné qu'on travaille chez nous déjà, donc le confinement, ça ne nous avait pas changé, qu'on n'a pas forcément un salaire à la fin du mois, puisque c'est des contrats de cession de droit qu'on fait pour une traduction. Alors, ça va durer 3 mois, etc. Mais on s'est aperçu que, d'une part, les éditeurs, eux, avaient arrêté leur production, puisque les libraires ne vendaient plus, les libraires étaient fermés. Donc, beaucoup de contrats ont été décalés. Beaucoup de contrats ont été, certains contrats, pas beaucoup pour l'instant, mais certains ont été annulés. Donc, manque à gagner parce que voilà, pas des contrats qu'on devait signer n'ont pas été signés. Manque à gagner parce que les remises de traduction ont été reportées dans le temps. Or, nous, on est payé une partie à la commande et une partie quand on livre notre travail. Donc, forcément, si le travail est livré plus tard, eh bien, on est payé plus tard. Donc ça, c'était quand même des manques à gagner, c'est sûr. Alors, il y a eu le fonds de solidarité, puisque on est quand même des indépendants. Ce que j'ai expliqué à monsieur au départ, c'est que nous, les artistes-auteurs, donc les traducteurs littéraires, on fait partie des artistes-auteurs, on a un statut ou un régime qui est à cheval sur les indépendants et le régime général. Donc, on cotise au régime général, mais on est aussi des indépendants. Donc, on avait le droit au fonds de solidarité. Alors, certains traducteurs sont totalement indépendants et déclarent leurs revenus en BNC. Donc, ils ont un numéro de SIRET, ceux-là. Donc, ils sont considérés comme une entreprise, entre guillemets. Donc, ceux-là ont pu prétendre au fonds de solidarité. Donc, ça, c'était une aide qui a été efficace dès le début. Parce que quand même, ça a fonctionné dès le début. En revanche, une bonne partie des traducteurs déclarant leurs revenus en traitement et salaire, puisqu'on peut déclarer nos revenus en traitement et salaire. Nous n'avons pas de numéro de SIRET dans ce cas-là, et donc là, on ne pouvait pas prétendre au fonds de solidarité. Donc ceux-là se sont retrouvés un petit peu le bec dans l'eau. Donc il y a eu des fonds qui avaient été donnés au CNL, le Centre national du livre, qui ont été distribués, mais ça a été compliqué. Bon, enfin, c'est toujours compliqué. Après, l'autre problème qu'ont rencontré les auteurs, c'est au niveau des arrêts maladie pour garde d'enfants, parce que bon, travailler chez nous, oui, on est habitué, mais quand on a les enfants autour, c'est pas si simple de travailler. On ne travaille pas vraiment, pour tout dire, quand on a des enfants en bas âge. Donc, normalement, on est censé pouvoir bénéficier des indemnités journalières comme les salariés, mais dans les centres de sécurité sociale, ils ne connaissent pas le statut des auteurs. Donc, ils nous demandent des documents de notre employeur pour calculer notre indemnité journalière. Eh bien, on n'en a pas. Donc, pour ça, il faut qu'on leur donne les revenus de l'année précédente ou de l'année d'avant à la GESA. Comme il y a eu une réforme à la GESA qui a été transférée à l'URSSAF du Limousin, plus personne ne répond. Donc, on a eu beaucoup de choses compliquées comme ça à cause de notre statut bâtard, des réformes qui sont en cours. Mais bon, ça s'arrange. C'est-à-dire qu'après, finalement, nos associations ont réussi à faire comprendre que notre statut était particulier et que donc on avait besoin de cases spéciales pour le fonds de solidarité, de cases spéciales pour les arrêts maladie de garde d'enfants, mais on est toujours obligé, nous, d'expliquer quel est notre statut. Oui, non, on est des indépendants. Non, on n'est pas des salariés. Non, nous n'avons pas d'employeur et de lien de subordination. Et ça serait bien que notre statut soit compris. Au moins des administrations, ça nous faciliterait beaucoup la vie et ça serait déjà pas mal, ça serait déjà une chose. Voilà.
Je vous remercie. Donc, Monsieur Churin, vous nous avez, en propos introductifs, rappelé que le régime, et non pas le statut, donc le régime juridique des intermittents du spectacle, en fait, était en fonction d'un besoin et d'une activité, et non pas du tout en fonction de la culture et de l'art. Est-ce que vous pourriez nous préciser le contenu de votre proposition sur l'extension de ce régime juridique et sur la notion de droit attaché à la personne détachée de l'emploi? Vous nous en avez donné la définition tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous préciser comment, d'un point de vue opérationnel, ça pourrait être mis en place et en fait, quels seraient les dispositifs réglementaires, législatifs pour mettre ça en application? Vous avez la parole. Et alors, juste avant ça, j'aimerais. Est-ce que je peux rebondir par rapport à ce qui a été dit pour apporter bon. Bien sûr. Déjà, ce n'est pas vraiment un régime juridique, il faut bien comprendre. C'est extrêmement simple. C'est une annexe au règlement général. Il y a un règlement général de l'assurance chômage avec des modes de calcul. Ce règlement général de l'assurance chômage est pensé pour des gens qui sortent de l'emploi stable, qui ont un emploi stable à temps complet. Il n'est pas pensé en termes de règles, en termes d'indemnisation pour des gens qui alternent chômage et salaire, qui alternent donc, comme vous le disiez, droits sociaux et salaires qui, le tout, font un revenu. C'est bien ce qu'on déclare aux impôts. Aux impôts, on déclare salaire et assurance chômage. Donc, ça, c'est la première chose. Pour répondre à François Génie, oui, en 36, oui, je parlais de la création de l'annexe 8, qui est en 68. Oui, en 36, il commence. Je parlais juridiquement de la création de l'annexe 8. Oui, mais en 36, effectivement, il y a une première approche pour couvrir les intermittents, les techniciens, pardon, je suis très fatigué, les techniciens du cinéma, mais ça n'a absolument rien à voir parce qu'à l'époque, il fallait être syndiqué pour travailler dans ces métiers-là. C'est-à-dire que si vous étiez en dehors, un peu comme aux États-Unis, si vous étiez en dehors du syndicat, vous ne pouviez pas travailler. Donc, c'était un truc qui était totalement à part. Pour revenir sur l'histoire de la subordination, il ne faut pas se leurrer. Ça me fait rire quand j'entends oui, mais les artistes ne veulent pas. Est-ce que vous croyez qu'on est subordonné? Est-ce que vous croyez qu'on est subordonné? Franchement, est-ce que vous croyez qu'un metteur en scène est subordonné à quoi que ce soit quand il fait un spectacle? Le metteur en scène, il fait son spectacle. Il n'a pas de patron derrière lui. C'est pour ça que, dans bien des cas, c'est un lien de subordination fictif. Je ne parle pas du lien de subordination par rapport aux droits sociaux que travaillent François Génie. Je ne parle pas de ça. Je parle du réel lien de subordination par rapport à un patron. Hein? Un musicien qui travaille dans un bar ou qui travaille machin, ok, mais son lien de subordination, il est totalement fictif. C'est pour ça qu'on a une présomption de salariat, qui est, encore une fois, je dis, mieux que le salariat à ce niveau-là. Parce que la plupart d'entre nous, on ne s'emmerde pas avec un patron, justement. Donc, on a un lien de subordination qui nous permet de toucher l'assurance chômage, mais qui est un lien de subordination qui, la plupart du temps, n'est pas réel tel qu'on l'entend dans le monde du travail, avec un petit chef qui vous emmerde tous les jours. D'accord, oui. Bon. Encore une fois, j'ai entendu le mot statut, ce n'est pas un statut, c'est un régime spécifique. Pourquoi? C'est très important. Parce que si on dit le mot statut, ça veut dire qu'on renvoie au statut de l'artiste, au statut de la culture. Hein? C'est un régime spécifique. On a un régime spécifique adapté à nos pratiques d'emploi. Okay? Une rémunération correcte. Ah oui, rémunération correcte. Bah, encore faut-il avoir un emploi, parce qu'on peut toujours réclamer une rémunération correcte, mais pour ceux qui n'ont pas d'emploi, ils peuvent l'attendre longtemps, la rémunération correcte. Mais je suis d'accord, il faut une rémunération correcte. Et puis, sur l'histoire de jeter, oui, il faut faire attention, parce que c'est un système qui va permettre un mec nous emploie, nous jette, etc. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. C'est qu'il faut bien qu'on s'adapte à la pratique. Parce qu'en attendant, en disant ça, là, il y a 6 millions de personnes qui se font effectivement jeter. C'est-à-dire, les employeurs, ils n'attendent pas. Les employeurs, ils n'attendent pas que les gens aient un régime spécifique ou pas pour les jeter. Ils s'en foutent. C'est-à-dire que le gros enjeu, c'est de constater, et je parle aussi aux partis de gauche et aux syndicats, de constater que la flexibilité devient de plus en plus ce qui est réclamé.
que le CDI dans lequel ils sont nés il y a 50 ans, ou l'Union soviétique, la socialisation, c'est terminé. Ce n'est pas terminé, ça existe encore. Mais il faut tenir compte de la flexibilité réclamée par le marché. Et encore une fois, pourquoi? Parce que de plus en plus, il y a des appels au projet. Et on comprend bien qu'une boîte comme le nôtre, qui fait du traiteur, a besoin de beaucoup plus de gens le vendredi soir, le samedi soir, que les boîtes qui font les mariages ont beaucoup plus de gens pendant la période des mariages que l'hiver où il y a moins de mariages. Et donc, il y a deux choses. Soit on pleure sur la flexibilité, soit on dit on va travailler à la vraie flexi-sécurité. Parce qu'en tout cas, moi qui suis intermittent du spectacle depuis 30 ans, je ne vis pas comme François Génie, et j'ai toujours refusé d'être permanent, donc d'avoir un CDI. Je dis toujours, j'ai un emploi précaire, mais je ne suis pas pauvre. Il ne faut pas confondre précarité et pauvreté. Gérard Depardieu et Catherine Deneuve, ça fait 40 ans qu'ils ont moins d'emplois précaires, et pourtant ils ne sont pas pauvres. Bien. Donc, il ne faut pas confondre précarité et pauvreté, et le but, c'est de ne pas associer flexibilité à pauvreté. Et donc, oui, il faut travailler la flexi-sécurité. Et c'est à ça qu'il faut travailler. Et les employeurs n'ont pas attendu d'avoir des droits sociaux pour pratiquer la flexibilité la plus sauvage. Eh bien, pour contrer cette flexibilité la plus sauvage, ce qui a été dit tout à l'heure par « oui, mais ça va encourager jeter », mais ça n'encourage rien. Au contraire, de donner des droits attachés à la personne, ça n'encourage rien. Ça encourage que les gens acceptent ou pas la flexibilité et puissent dire « moi, je t'emmerde avec ton emploi de merde, je n'en veux pas ». C'est ça que ça encourage. Pourquoi? Parce que nous sommes un laboratoire, les annexes 8 et 10. En 2003, il y a eu une réforme d'assurance chômage qui a attaqué fortement le régime d'assurance chômage. Ça a consisté à quoi? À durcir les critères d'accès, à faire en sorte qu'on passe de 507 heures à faire en 12 mois à 507 heures à en faire à 10 mois ou 10 mois et demi, suivant que vous étiez technicien ou artiste. Donc, on a durci les critères d'accès. Okay, on a durci les critères d'accès. Pardonnez-moi une seconde. Catherine, s'il te plaît, tu peux fermer la porte, je t'en prie. S'il te plaît. Catherine, s'il te plaît, tu peux fermer la porte. S'il te plaît, Catherine, s'il te plaît. Allez, Catherine. Nous avons durci les critères d'accès. Eh bien, conséquence de quoi? Première conséquence. En dehors de la tragédie, tragédie sociale pour quelques-uns, de ne plus être indemnisé. Première conséquence. Baisse généralisée des salaires. Pourquoi? Parce qu'en face de nous, on avait des employeurs, et pas obligatoirement des gens méchants, qui avaient bien compris que l'enjeu pour les intermittents, c'était de faire leurs heures dans les temps. Et quand vous avez moins de temps pour faire vos heures, vous êtes bien obligé d'accepter n'importe quel job à n'importe quel prix qui vous rapporte un paquet d'heures. Moi, j'avais des employeurs qui me disaient « mais attends, tu te rends compte, le job que je te propose, ça te rapporte 250 heures. » Et effectivement, il y avait tendance à accepter des jobs comme ça pour boucler le nombre d'heures avant le temps imparti. Vous comprenez que si on vous dit, pour être indemnisé à l'assurance chômage, vous avez simplement 300 heures à faire en 2 ans. Eh ben, vous allez pouvoir refuser des jobs qui ne vous plaisent pas. Vous allez pouvoir refuser des jobs qui sont mal payés. Ou vous estimez que vous n'êtes pas fait pour ça. Est-ce qu'on peut parler dans ce pays du refus de l'emploi? Est-ce que l'emploi est un truc qu'on doit imposer à tout le monde dans n'importe quelle condition? C'est ça que je pose la question. Et en revanche, si vous réduisez, si vous durcissez les droits, et le pire, c'est si vous n'en donnez pas, alors là, vous êtes obligé d'accepter n'importe quoi. Et là, vous donnez le plein pouvoir aux employeurs. Et donc, il ne s'agit pas de dire, parce que ça, c'est toujours l'argument truc, de dire, mais attention avec votre système, mais le système n'a jamais favorisé quoi que ce soit. Le fait de se faire jeter, c'est déjà là et de plus en plus là. Et il s'agit au contraire d'apporter un amortisseur. Qu'est-ce qu'on voit avec la crise du Covid? Le chômage a été le seul vrai amortisseur social. Le problème, c'est qu'il a couvert que l'emploi stable. Le problème, c'est que les 24 milliards d'euros qui ont été dépensés n'ont couvert que l'emploi stable. Parce que, comme vous l'avez rappelé tout à fait tout à l'heure, la très grande majorité des intermittents de l'emploi n'y ont pas eu le droit. N'y ont pas eu le droit, même parmi les salariés, parce qu'il fallait avoir des contrats signés avant le 15 mars 2020 et que tous les intermittents de la restauration et de l'hôtellerie n'avaient pas de contrat signé avant, parce que c'est des contrats signés au dernier moment, et eux, ils peuvent s'asseoir dessus. Et comme tout est pensé autour du CDI, on a dépensé 24 milliards d'euros, et tant mieux.
et tant mieux. Pour que le plombier qui est 3 salariés, il les jette pas, etc. Tant mieux, très bien, super. Mais on a oublié simplement tous les intermittents de l'emploi. Comme d'habitude, c'est la grande figure oubliée. Donc mon système, il est simple. Il est qu'au départ, encore une fois, ce qui était pensé, c'était dès qu'on s'est réunis en 2003, suite à la grande crise de 2003, et qu'on a monté la coordination des intermittents et précaires, et donc vous voyez le nom, on ne s'est pas appelé artiste en lutte, culture en danger, technicien en détresse, non, coordination des intermittents et précaires. Pourquoi? Parce que les droits sociaux, effectivement, historiquement, sont liés à la discontinuité. Et donc, nous sommes tous dans le même bateau. Tous les travailleurs discontinus, nous sommes tous dans le même bateau. Et je me considère dans le même bateau que tous les chômeurs, dont 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. Bien. Et donc, dès le départ, on a fait des contre-propositions à la coordination, des contre-propositions de modèles d'indemnisation, des contre-propositions de protocole, puisqu'on nous imposait un protocole qu'on ne voulait pas. On a dit, on ne va pas simplement être une force de lutte, on va être aussi être une force de proposition. Et la première chose qu'on a faite au bout de 5 jours, c'est qu'on a aboli toute la liste des métiers. On a pété toute la liste des métiers. On a dit, voilà, critères d'accès pour tout le monde, 507 heures, 12 mois, pour tous les métiers. Et ça, c'est un modèle qui vaut pour tous les emplois discontinus. Que vous soyez traducteur, que vous soyez pigiste, que vous soyez intermittent de la restauration, vous avez le droit à un modèle vous assurant une continuité de revenus sur une discontinuité d'emploi. Et puis ensuite, en 2016, on est allé plus loin. On a constaté, comme le disait François Génie, qu'il y avait énormément de gens qui n'arrivaient pas à faire leurs heures, qui étaient là bloqués parce qu'ils faisaient 480 heures, 490 heures, 465 heures, et qu'à cause de ça, ils n'étaient plus rémunérés. Et donc, tragédie, parce que le RSA, etc. Et on s'est dit, bon, on va aller au bout. On va proposer une forme de salaire à vie, mais au lieu d'inventer un nouveau système, sous forme d'assurance chômage, à savoir une assurance chômage inconditionnelle, à savoir une assurance chômage sans critères d'accès, à savoir que pour les intermittents du spectacle, il faut faire 507 heures pour 12 mois. Eh bien, nous disons 0 heure, on est rémunéré. 0 heure. Pas de critères d'accès. Plus aucun critère d'accès. Plus aucun. Le principe, il est là. Et dire que le chômeur qui arrive en fin de droit, le chômeur qui sort de l'emploi stable, il a l'assurance chômage pendant 2 ans, à la hauteur de rémunération qu'il a le droit par rapport à par rapport au salaire qu'il avait touché, parce que voilà, il y a des grilles d'assurance chômage, encore une fois, un calcul qui est fait suivant son salaire. Et s'il arrive en fin de droit, eh bien, on continue à l'indemniser, mais à un taux beaucoup plus bas. Mais on continue à l'indemniser pour lui assurer une continuité de revenus. Et alors, à ce moment-là, on libère une chose très importante, c'est qu'on libère le travail hors emploi. Mais on ne va pas faire une société de feignants comme on le raconte. Quand Bernard Friot, ce sociologue de génie, dit que l'emploi ne recouvre pas le travail, il a bien raison. Mais quand il va plus loin, quand il dit que l'emploi empêche le travail, il a bien raison aussi. Il cite le cas de son fils et de plein de gens, plein, dont l'État a investi sur eux. Des gens qui sont Bac plus 7, Bac plus 8, qui sont doctorants et qui, pour quelques points, n'intègrent pas le CNRS. Je rappelle que le CNRS, c'est une forme d'emploi sans aucune subordination, puisque je rappelle qu'un chercheur au CNRS ne doit fournir on lui demande de fournir 0 heure. La seule chose qu'on lui demande au gars, c'est un rapport d'activité tous les ans. Et son rapport d'activité, ça peut faire 3 lignes. Et on ne le force à rien. On ne le force même pas à chercher dans son domaine. On ne le force même pas s'il veut déménager, s'il veut passer de Paris à Nice, il y a une signature du directeur de labo, il passe de Paris à Nice. Eh bien, les chercheurs du CNRS, je connais beaucoup, ça fait partie des gens qui travaillent le plus. Et pourtant, ils ne sont pas obligés de travailler. Ils ne seraient pas obligés de travailler tel qu'on l'entend parce qu'ils n'ont pas un petit chef derrière qui leur dit qu'il faut faire ça. Non. Et pourtant, ils travaillent le plus parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Eh bien, le fils de Bernard Friot, il disait toujours mon fils, c'est terrible parce que l'État a investi sur lui pendant des années et des années, parce que étant donné que les études sont à peu près gratuites, etc., c'est un investissement. Et il ne peut pas continuer ses recherches en physique, je sais quoi. Non, il est obligé de faire serveur, il est obligé d'accepter un emploi, un truc pour bouffer. Et pendant ce temps-là, c'est pas qu'il n'est pas utile à la société, mais son utilité à lui
son domaine de prédilection, c'est ce pourquoi il était formé, ce pourquoi il est passionné. Hein. Quand la gauche invente ces conneries de territoire zéro chômeur pour tout d'un coup réactiver les chômeurs, ah ben c'est super. Les mecs qui sont au chômage, on dit ah, on va te réactiver, c'est vachement bien, tu vas être dans l'emploi, on va te donner un SMIC. Donc les mecs sont obligés de dire merci pour un emploi qu'ils n'ont pas choisi. On peut parler de ça de temps en temps. Un emploi qu'ils n'ont pas choisi. Ils ne savent même pas pourquoi ils le font. Je rappelle que certains emplois dans les territoires zéro chômeur, c'est vous triez les patates petites le matin, les patates moyennes l'après-midi, et le soir, vous les remettez ensemble. Ok, super. Et puis dans les territoires zéro chômeur, il y a tout un tas d'employeurs qui ne prennent même plus leur part. Parce que les mecs, du coup, c'est l'État qui paye pour que ces mecs-là bossent pour les employeurs. C'est quand même les employeurs qui doivent payer les salariés quand même. Non, 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 c'est pas grave. Parce que les employeurs de ce pays, au lieu d'être innovants, etc., non, le MEDEF, ils passent leur temps à réclamer du fric à l'État pour leur boîte. Hein, et pour, je le répète, des fois, souvent, non pas créer des emplois, mais ça va dans les dividendes et dans leurs recettes et dans leurs fonds propres. C'est génial. OK. Et on continue à dire l'emploi, l'emploi, l'emploi. Il y a les territoires zéro chômeur, c'est un truc qui est totalement réac et qui est totalement pourri. Parce que, d'accord, pour que ces gens-là soient employés s'ils le veulent. D'accord, je n'ai pas de problème avec ça. Et je n'ai rien, encore une fois, contre l'emploi stable. Rien. Rien contre les gens qui choisissent d'être en CDI. C'est super. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème. Mais les territoires zéro chômeur, c'est quand même des gens qui n'ont rien choisi, qui sont obligés de faire un truc et qui, dans certains cas, on les empêche de faire réellement ce qu'ils ont envie de faire. C'est-à-dire que certains étaient en train d'essayer de muter pour un autre emploi, etc. Non, 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 on les empêche parce qu'on leur dit on va te réactiver. J'ai vu le cas magnifique d'un gars qui est extraordinaire. Le gars, il fait des maquettes de bateaux. Il prend son pied à faire de maquettes de bateaux. Alors, bien sûr, ce n'est pas un emploi. C'est du travail, hein, mais ce n'est pas un emploi. Le gars, il n'est pas rémunéré pour ça. N'empêche qu'il y a une de ces maquettes qui était tellement géniale, qui a été réellement construite et qui a fait la route du Rhum. C'est génial. Bon, eh bien, ce gars-là, quelque part, on ne sait pas quelle utilité, c'est comme vous savez, la recherche fondamentale. On ne peut pas savoir dégager l'utilité. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 35%, au moins minimum, disent les économistes même libéraux, reconnaissent qu'il y a au moins 35% du travail hors emploi. Et que si on enlève ce travail hors emploi, le pays se casse la gueule. Se casse la gueule. Imaginez, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune association. Ou alors, il faut retrouver du fric pour payer tous les bénévoles des Restos du Cœur, etc. Imaginez le délire. Imaginez qu'il n'y a plus d'étudiants. Un étudiant, il travaille, il est hors emploi. Il travaille, un étudiant, hein, mais il est hors emploi. Hein. Imaginez que celle qui a choisi d'élever ses enfants et de rester chez elle, c'est du travail hors emploi, tout ça. Hein. C'est du travail hors emploi. Donc, il s'agit simplement de reconnaître cette part de travail hors emploi. Là, en ce moment, on travaille, mais on n'est pas dans l'emploi. Et pourtant, j'estime que je travaille. On travaille ensemble, on travaille. Et puis, pourquoi c'est un laboratoire? Moi, je vois comme intermittent du spectacle le temps que ça me donne pour penser en dehors de mon emploi, pour penser autre chose. Là, je fais partie du Conseil national de la nouvelle résistance. J'ai des conférences passionnantes avec les collègues qui sont spécialisés de l'écologie, etc., etc. On va essayer de remonter un Xème grand mouvement social. Mais bon, bref, ça me permet de travailler ces questions-là, hors emploi. Mais en même temps, ça me charge pour mon emploi. Quel acteur pourrait ne pas dire que quand il fait un repas de famille, c'est du loisir, ça peut lui servir pour son emploi. Donc, vous voyez, ce n'est pas quantifiable tout ça. C'est pas quantifiable. C'est pas hors emploi, point de salut. Je renverrai à l'excellente étude américaine sur des internes en médecine. Et il y a deux catégories. Il y en a une dont on a forcé à avoir des tonnes, pas des tonnes, deux activités péri-professionnelles et d'autres qui ne font que l'internat en médecine et qui ne font que de la médecine. Donc les autres, ils font en plus acteurs, musiciens ou musiciens du sport, etc. Donc ils ont fait une étude sur 2 ans, passionnant. C'est Amezen qui en a parlé sur France Inter. Pendant 2 ans, ils sont aperçus de quoi? Mais l'étude est magistrale. Tous ceux qui avaient des activités trucs, qui n'étaient pas que dans leur emploi, tous ceux qui étaient à côté, 1, avaient beaucoup plus d'empathie envers leurs patients, et 2, étaient beaucoup plus balèzes au niveau du diagnostic. Les autres étaient beaucoup plus pauvres. Comme quoi, tout ça, c'est à interroger. Alors, il s'agit effectivement d'interroger l'emploi à tout prix. Et c'est une doctrine qui est tellement ancrée dans notre tête
qui ne peut même pas s'interroger. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un actuellement, ouais, mais en fait, est-ce qu'on aura le choix de dire non à l'emploi? Il dit, mais ça va pas, non. Ça va pas, tu as rien de chômage, tu ne peux pas refuser ça, tu ne peux pas refuser un emploi. Ah oui, et pourquoi, en fait, je ne refuserais pas un emploi si l'emploi ne plaît pas, etc. Et puis alors, on n'arrête pas de parler de décroissance, mais par contre, on continue, au nom de l'emploi, parce que c'est une tragédie sociale, de maintenir des emplois qui sont inutiles ou qui sont polluants, etc., etc. Le jour où il y a des droits adaptés à la personne, il n'y a pas de problème de fermer Fessenheim. Hein. Et il n'y a pas de problème que ces gens-là se forment pour faire autre chose. Hein. Là, au nom de l'emploi, on maintient des emplois qui sont totalement aberrants. J'entendais Ruffin l'autre fois chez Ruquier, il avait absolument raison. Et souvent, il n'est pas là-dedans. Parce que souvent, ce que je reproche, et ce n'est pas que je ne les aime pas, mais ce que je reproche aux politiques en général, de ce que je constate depuis 25 ans, c'est qu'un travailleur, au moment où il perd son emploi, c'est une victime. C'est-à-dire que François, Ruffin, les autres, tout le monde, ils sont là, enfin pas tout le monde, les plus progressistes, ils sont là pour lutter avec eux, pour dire que ce n'est pas normal que cette boîte-là, qui par ailleurs a eu des aides, qui par ailleurs fait des bénéfices, et je suis d'accord qu'il y a plein de boîtes qui ne devraient pas licencier quand on les a aidés, quand on a fait des bénéfices, etc. Ça, c'est autre chose. Et donc, ils sont là pour dire non, c'est une tragédie, etc., etc. Mais le jour où ce travailleur bascule au chômage, il passe de victime à coupable. Le gars, il passe de victime à coupable. Il passe de travailleur, magnifique travailleur, où on pète son outil de travail, là, c'est une victime. Et là, il est un peu le héros. Et tout d'un coup, le gars, il bascule au chômage et plus personne ne parle de lui. Et là, les politiques ne parlent plus de lui. Et les syndicats traditionnels ne parlent plus de lui. Parce que le syndicat traditionnel, il va défendre le gars qui est en CDI et les droits à l'emploi par rapport… Alors, les conventions collectives, aucun problème. Et heureusement qu'il y a des conventions collectives. Attention, je ne suis pas en train de péter l'emploi, ce n'est pas ça. Je dis que tout d'un coup, ce gars-là, au chômage, il est dans les mailles du chômage. Et là, il est fliqué. Et là, le gars, il est dans une spirale infernale où il est obligé d'accepter n'importe quel emploi, même en dehors de ses domaines de prédiction, même en dehors de tout. Et à un moment donné, si on continue comme ça, si la gauche continue, je ne parle pas de la droite libérale parce que ça les arrange, parce que pendant que la gauche ne comprend pas ça, pendant que la gauche continue en fait à alimenter cette machine-là, eh bien, elle fait le jeu des libéraux. Les libéraux, ils n'en ont rien à foutre. Quand vous en parlez au MEDEF, ils ont tout à fait compris. Ils ont tout à fait compris. Moi, je parlais à l'époque avec Kessler, qui est le grand penseur du MEDEF, qui, à propos du déficit des intermittents que j'avais démonté, m'avait dit, mais monsieur, l'important, ce n'est pas que ce soit vrai, l'important, c'est que tout le monde le croit. Et lui, il se marrait bien, mais il se marrait bien, Denis Kessler, le grand penseur du MEDEF. Je vous assure qu'il se marrait bien quand il entendait la gauche, qui était rivée par le vieux modèle soviétique du Parti communiste, et Dieu sait si j'ai beaucoup d'amour pour le Parti communiste, quand on dit la gauche défendre l'emploi à tout prix. Hein. Ben lui, ça l'arrangeait. Hein. Ben c'est sûr que ça l'arrangeait. Parce que lui, des emplois de merde, il en avait refourgué. Hein. Et tant que les gens continueront de défendre l'emploi à tout prix, on continuera de foutre les gens dans des emplois de merde. Et là, c'est tellement bon pour eux. Et continuons à défendre l'emploi à tout prix. Continuons. Et alors, Ruffin, l'autre fois, il disait un truc génial. Il disait, oui, j'étais quand même emmerdé chez Ruquier. Et là, j'ai trouvé assez malin. J'étais emmerdé parce que, effectivement, j'étais avec les mecs de Goodyear. Mais Goodyear, c'est des pneus, c'est polluant, c'est dégueulasse. Et j'étais hyper emmerdé. Parce qu'évidemment que j'ai défendu pour qu'ils maintiennent leur emploi. Et que socialement, c'était une tragédie. Parce qu'en gros, ils disaient, oui, on sait, l'assurance chômage, c'est de la merde. Et les gars, ils vont avoir du mal à payer leur baraque, à élever leurs enfants, etc. etc. C'est une tragédie. Bon. Mais en même temps, j'étais bien obligé de leur dire, en même temps, pour la planète, c'est quand même pas mal. Hein. Et cette double truc-là, c'est un peu comme pour les robots. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme de dire, ah ben non, ce serait bien d'enlever tous les robots, parce que là, les robots, ça massacre l'emploi. Ben, j'ai envie de dire, si les robots, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, hein, si les robots remplacent des emplois pénibles, ben, tant mieux. Hein. En fait, tant mieux. Le problème, ce n'est pas que les robots remplacent des emplois pénibles. Le problème, c'est pas que, je sais pas, il y ait des super robots qui fassent des trucs complètement cons. Hein, parce que ça pourrait permettre que ces emplois-là soient dégagés pour faire des emplois à qualité humaine où les gens rencontrent d'autres gens et ne puissent pas être remplacés par des robots, justement. Hein. Mais le problème, ce n'est pas du tout que les robots remplacent des emplois pénibles. Le problème des politiques, c'est que les robots
mettent des gens au chômage et on va leur reprocher les chiffres du chômage qui augmentent. Hein. Et comme chômeur, comme être au chômage, c'est une sorte de maladie. Hein. N'importe qui en pas de famille qui est au chômage ne va pas dire qu'il est au chômage. Il va dire bah non, je suis menuisier en fait, même s'il n'a pas fait menuisier depuis 3 ans. Mais le gars, il ne va pas oser dire qu'il est au chômage. Puisque les chômeurs dans ce pays sont punis. Voilà, les chômeurs sont punis. Voilà, il y a 6 millions de gens, ils sont punis. Ils sont punis. Ils sont punis. Ils sont punis parce qu'ils n'accèdent pas à ce putain d'emploi à tout prix. Et ben, à un moment donné, il faut arrêter la spirale et donner des droits aux gens et arrêter de donner du fric pour les emplois, mais les donner en salaire. Voilà. Je vous remercie. Il y a une demande de prise de parole de Monsieur Frémiot. Je vais lui donner la parole. Je vous propose de faire un dernier tour de réactions, de commentaires, d'interventions. Et puis, on abordera la conclusion puisqu'il est 20h30 et on va essayer de ne pas dépasser l'horaire. Alors, brièvement, Monsieur Frémiot, vous avez la parole. Ouais, je voulais juste une petite précision avant d'enchaîner sur autre chose. Pour Paola, tous les artistes auteurs, même s'ils n'ont pas un numéro de SIRET, peuvent accéder à la demande d'aide maintenant. Hein. Oui, maintenant je sais. Même s'ils déclarent en traitement et salaire. Donc Oui. c'est important parce qu'effectivement, au début de cette machine, il n'y avait pas accès. Donc il faut faire circuler l'info quand même parce que ça va permettre à certains d'obtenir quand même au minimum 1 500 € d'aide par mois. Au maximum. Et après, avec Samuel, fondamentalement, je suis entièrement d'accord. Moi, la seule chose que j'ai constatée depuis le début de tout ça, et ceci, ça remonte à bien plus longtemps, c'est qu'il n'y a aucune convergence des luttes et que chaque syndicat et chaque société d'auteurs et chaque association représentative d'artistes divers et variés, ils ont tous communiqué dans leur coin, revendiquant pour leurs représentants. Et ça, c'est bien triste et c'est bien dommage. Hein. Voilà, et donc là aussi, il y a une question à se poser, c'est comment se fait-il, alors qu'on est tant à souffrir et à tant à être dans des difficultés, comment se fait-il qu'il n'y a aucune convergence des luttes? Et on peut prendre comme exemple ce qui se passe actuellement avec les artistes auteurs et la ligue là avec Johan Sfar, je ne sais plus comment elle s'appelle, la ligue des artistes indépendants, et qui a été créée essentiellement au départ par des auteurs de bandes dessinées qui sont en train de renvoyer une partie des syndicats et des autres associations dans leur brancard en leur disant qu'ils ont été nuls, qu'ils ont été inefficaces, qu'ils se sont même trompés. Donc, c'est bien triste, quoi. Donc, comment faire pour qu'il y ait une convergence entre tous ces représentants d'artistes? Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Alors, Madame Apelius, vous avez la parole. Oui, non, mais c'est pour répondre justement à M. Frémiot là c'est vrai, moi je suis entièrement d'accord avec lui aussi. Je trouve que les histoires là, de sociétés d'auteurs qui se tirent dans les pattes en ce moment, c'est bien dommage. Ouais. Et que si on défendait, parce qu'on est tous dans le même sac, hein, et que si on défendait un peu tous la même vision, ça serait pas mal, effectivement. Et ce que disait monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le monsieur qui explique tout depuis le début, là. Churin. Voilà. En fait, c'est le revenu universel, votre truc, alors. Sauf que ça passe par le chômage, quoi. Non, ce n'est pas le revenu universel. Non. Ça y ressemble quand même, non? Pas du tout. Non. Parce que le revenu universel, c'est une somme, c'est une sorte de prime qui est donnée à tout le monde. Même à Bolloré. Le revenu universel est universel. Ouais. C'est pas du tout le revenu universel. Le but n'est pas de donner de 600 € à tout le monde, qu'on s'appelle Bernard Arnault, Leclerc ou Bolloré. Le but est d'assurer une continuité de revenus pour tous les précaires.
Donc, je dirais que non, disons que le revenu universel est une forme de droit attaché à la personne. D'accord. Ça, oui, d'accord, ok. Mais ma solution n'est pas universelle. Elle est inconditionnelle dans le sens où c'est sans condition d'heures travaillées pour percevoir de l'assurance chômage, mais ce n'est pas universel puisque celui, je sais pas, puisque le fond, celui qui est professeur n'aura pas le droit à ça puisqu'il a un salaire machin, celui qui est salarié, qui n'est jamais licencié, il n'aura pas le droit à ça. Si vous-même, vous faites toute une vie d'emploi et que vous n'avez pas besoin, vous n'aurez pas le droit à ça. Donc, ce n'est pas universel, c'est simplement sans condition d'heures employées pour y avoir droit. D'accord, mais ce n'est pas universel. D'accord, mais donc il faut être précaire. Enfin, c'est pour une certaine catégorie de travailleurs alors. C'est pour tous les gens qui n'ont pas d'emploi et qui n'ont pas d'emploi stable. Non. Ça. Non. C'est pour tous les gens qui sont soit intermittents de l'emploi, soit qui sont. Vous pouvez être intermittent de l'emploi en faisant 500 heures par an, vous pouvez être intermittent de l'emploi en faisant 30 heures par an. Vous pouvez être intermittent. Et nous, on va jusqu'à 0 heures par an. Voilà. Voilà. C'est pour tous les chômeurs de longue durée jusqu'aux intermittents de l'emploi en général. Voilà. Et vous l'expliquez quelque part comment c'est financé? Comment? Vous l'expliquez quelque part comment c'est financé? Ah bah, déjà, je vous dis, déjà, je rappelle le chiffre. Déjà, si on utilise les 110 milliards d'euros qui sont réservés à l'emploi et si on les met en salaire, je vous assure que ça va dégager du monde déjà. Hein. 110 milliards d'euros. Hein. 110 milliards d'euros. Hein. Okay, après ça nécessiterait effectivement de revoir quelques cotisations. Voilà, mais techniquement, en fait, c'est plus de l'ordre de la volonté politique qu'autre chose. Oui. C'est que c'est plus le choix moral de gens qui auraient le choix, ce serait inimaginable. Encore une fois, par exemple, l'extension de l'intermittence du spectacle à l'intermittence de l'emploi ne s'est pas faite pour des raisons purement idéologiques. C'était absolument possible à mettre en place. Ça ne s'est pas fait pour des raisons purement idéologiques. Et pourquoi on a attaqué les intermittents du spectacle sur le côté économique, à savoir que soi-disant on coûtait 1 milliard, on ne nous a pas attaqué pour des raisons économiques, puisque là on voit qu'on nous couvre, et ce n'est pas 122 000 personnes indemnisées sur 3,5 millions de chômeurs indemnisés qui vont grever quoi que ce soit sur l'assurance chômage. Je vous assure, au niveau économique, il n'y avait même pas débat. Pourquoi est-ce qu'on a été attaqué? Surtout, on a été attaqué quand on a commencé à dire qu'on voulait étendre le régime aux autres. On a été attaqué pour nous discréditer, pour que surtout ce régime-là ne soit pas attendu aux autres. On n'a pas été attaqué pour des raisons économiques. Hein. Et encore une fois, quand Kester me dit le milliard, l'important, ce n'est pas que ce soit vrai, mais que tout le monde le croit, lui, c'est très bien que c'est du pipeau. Hein. Le milliard d'euros qu'on nous attribue, c'est simple. 120 000 chômeurs au chômage, ça coûte 1 milliard. Hein. C'est simple, il y a 3,5 millions de chômeurs, il y a 100 000 chômeurs au chômage, par contre, ça coûte 1 milliard. Donc, un intermittent du spectacle ne coûte pas plus cher qu'un chômeur normal. Nous sommes 3,5% des chômeurs indemnisés. Nous percevons 3,4% des dépenses. Donc, nous coûtons peut-être un petit peu moins cher même qu'un chômeur du régime général. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout d'un coup, au lieu de prendre 100 000 plombiers au chômage, qui coûtent aussi 1 milliard, on prend 100 000 intermittents pour dire mais il coûte super cher, il coûte 1 milliard. Oui, vous voyez le délire, le délire. Tout ça pour nous discréditer, pour surtout que notre régime ne soit pas étendu et ne soit pas pensé pour tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Pas vraiment, non. Ouais, je peux juste la parole. 2 secondes. Ah, vas-y. Je peux dire quelque chose? Oui. Ouais, vous m'entendez? Juste pour mais dire pardon, que je dis allez-y, oui, allez-y. Ouais, pardon. Ouais, juste pour dire que je viens de recevoir l'info, c'est que le fonds de solidarité est ouvert aux artistes-auteurs jusqu'au 31 décembre 2020. Voilà. Oui, je savais ça aussi. Est-ce que quelqu'un veut une dernière prise de parole avant une conclusion? Non? Stéphanie, ton micro n'est pas allumé. Tu as la parole, Stéphanie. Elle a disparu. Ah oui. Vas-y. Alors, Stéphanie, je suis graphiste, illustratrice et je fais aussi du conseil en communication et de temps en temps de la formation auprès
auprès des lycées professionnels en dessin et communication. Donc, depuis 17 ans maintenant, presque 18 ans. Au début, j'étais auto-entrepreneuse, donc il n'y avait pas réellement de problème et il y avait un système qui était similaire à ce que propose notre ami, c'est-à-dire que j'avais la possibilité de m'inscrire en parallèle au chômage. Et quand j'avais des chiffres d'affaires qui étaient en dessous enfin, il y avait un espèce de seuil. En dessous de ce seuil, j'avais la possibilité de faire une demande de RSA qui complétait mon salaire à la fin du mois, quoi. Et depuis quelques années, je crois que ça fait à peu près depuis 2 ans, même sans nous demander notre avis, la Chambre du commerce et de l'artisanat nous ont passé systématiquement en micro-entreprise, donc sous un régime un petit peu différent, qui nous ouvre plus du tout de droits et on nous a radiés purement et simplement du chômage. Donc on n'avait plus droit à ce système qui pouvait, pour nous, les petites auto-entrepreneurs, pouvaient compléter et nous permettait d'avoir un niveau de vie qui était correct. C'était pas faramineux, mais c'était correct. Donc ça maintenait un chiffre d'affaires, ça maintenait des indemnités à la fin du mois, un salaire qui était convenable. Donc depuis 2 ans, il n'y a plus ça. Donc ça existait déjà. C'était pas ouvert à tout le monde, mais c'était ouvert aux auto-entrepreneurs. Mais bon, M. Macron en a décidé autrement et depuis que nous sommes sous un autre régime, c'est un régime de micro-social simplifié. Donc, non seulement on doit des comptes de plus en plus, c'est-à-dire qu'on doit tous les mois maintenant faire des déclarations à l'URSSAF, voilà. Et comme on a des activités souvent différentes, c'est-à-dire par exemple la formation, je suis considérée comme une libérale. Donc, j'ai un taux de cotisation qui est différent. Quand je fais de l'illustration, c'est de l'artisanat, ça rentre dans les métiers d'art. Donc, j'ai un taux de cotisation aussi différent. Donc, on a des feuilles maintenant qui sont hyper compliquées. Des fois, notre activité, elle ne rentre pas forcément parce qu'on peut faire d'autres sortes de prestations. Voilà, donc moi, en tant que formatrice, je pouvais très bien être intermittent dans un collège ou dans un lycée, par exemple, pour faire un programme, faire votre petit journal de collège ou de lycée. Maintenant, je ne peux plus avec ce nouveau régime. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui existait, qui était assez souple et qui était très agréable pour les petites, les micro-entreprises et qui n'existe plus. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Merci. Eh bien, Monsieur Churin, je vous invite à faire votre mot de conclusion. J'ai pas vraiment de conclusion, si ce n'est que pour revenir à la convergence des luttes, c'est pour ça que on a essayé de monter le Conseil national de la nouvelle résistance. C'est peut-être un truc de plus, c'est peut-être que ça marchera pas. Mais le but est de s'opposer à l'État libéral et justement à se faire réunir des gens qui ne se parlent jamais. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'actuellement, il y a des réunions. S'il y a des gilets jaunes, les autres ne veulent pas y aller. S'il y a Mélenchon, alors les mecs du NPA ne veulent pas venir. S'il y a le PC, bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a réuni un certain nombre de personnalités qui ont cherché dans leur domaine, hein, que ce soit dans le domaine de l'écologie, de l'économie, on a des économistes atterrés, etc. Et on va commencer par un premier rassemblement, créer des comités locaux le 27 juin prochain, sous forme de pique-nique, festif, etc. Mais pour commencer à discuter ensemble, avec un grand rassemblement qui sera sur le plateau des Glières en octobre et puis qui sera, on espère, retransmis dans toute la France. Bon, là, je m'avance un peu, mais c'est ce qui est le truc. Et puis pour arriver à faire remonter des idées et en tout cas à se parler et qu'il y ait une fédération de toute la gauche afin au moins d'affronter l'élection 2022 pour au moins virer les libéraux. C'est-à-dire que là, de toute façon,
il faut que les gens se fédèrent en dehors des problèmes de personnes, parce que là, on sent très bien qu'on va être bloqué entre d'un côté Jean-Luc Mélenchon et de l'autre côté Yannick Jadot, etc., etc., quoi. Voilà. Donc, on en est là. Suite au prochain numéro. Donc, je vous remercie pour avoir assisté à ce webinaire. Donc, notre prochain rendez-vous, ce sera jeudi. Donc, ce ne sera pas un webinaire, ce sera un café-débat avec pour sujet cela fait trop longtemps que l'éducation nationale va mal. Parents, enseignants et enfants, que pouvons-nous faire ensemble pour construire un autre mode d'éducation? Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.